C'est pas triste ici, hein. Ah là là. L'Ermitage, ou tout au moins ma conception d'un grand vin, c'est pas dans la lourdeur. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui, ou une mode, ou sous l'influence de certains médias, que les vins, les grands vins, ce sont des vins qui sont très surmaturés, qui sont trop extraits, puissants, qui sont... Donc, pour moi, ma conception d'un grand vin, c'est quand, bien sûr, il a une grande complexité, une grande maturité, mais quand, en même temps, il n'y a pas de lourdeur, et quand un verre en appelle un autre. C'est ça. Mais le rôle d'un vin, c'est d'en boire et de pouvoir en reboire avec plaisir. Non, mais parce que dans ces verres-là, il faut quand même du volume. Un volume de vin qui soit adéquat. D'accord. Il faut toujours un volume de vin. Hein? Ah ouais, moi, je n'arrive pas à déguster avec une goutte. Non, une goutte, tu peux pas. 10 heures du matin. Le raisin est entreposé dans des cuves. Vous envoyez le raisin entier dans les cuves, mais ailleurs on garde seulement les grains, ou on presse directement. Ça apporte quoi de le garder intact? Ça enrichit le vin. Les seuls traitements qu'on inflige, c'est une fois que les vins sont assemblés, mais ça reste toujours très naturel. Au lieu de les filtrer, par exemple, on les clarifie au blanc d'œuf frais. Il n'y a rien de plus simple que de faire du vin, c'est une chose naturelle. Donc, quelques règles à respecter, puis après ça va tout seul. Le collage, c'est une manière simple et naturelle de clarifier les vins rouges. On utilise un peu de blanc d'œuf, un peu de sel, on brasse le tout vigoureusement avec le vin, on incorpore dans les cuves et on attend un mois que le blanc d'œuf fasse son effet. En descendant, le blanc d'œuf entraîne les impuretés et les tanins les plus grossiers jusqu'au fond de la cuve. Et après, on tire le vin clair et on le met en bouteille sans le filtrer, évidemment. 11 heures du matin. La récolte est terminée.
remarqué que chez vous, il faut toujours que ce soit propre. C'est pour éliminer les germes? Il faut que ce soit propre, mais pas stérilisé. On n'est pas obsédé par les germes, parce qu'ils nous servent à faire le vin. Aujourd'hui, les vignerons filtrent plutôt leur vin au moment de la mise en bouteille. L'embouteilleur qui vient à Trévalon, il vient depuis 1981, je crois. Donc il est convenu que c'est juste tirer boucher, mais je lui signe une décharge. Je ne vais pas me retourner contre lui pour lui dire mon vin est trouble et tout. Autrement, la plupart du temps, il demande une analyse du vin. Je pense que je suis le seul client et puis il décide s'il peut mettre le vin dans l'état dans lequel il est, quoi. Donc c'est lui qui décide de filtrer sur des plaques ou des trucs stérilisants, de rajouter de la gomme arabique ou de l'acide tartrique ou je sais pas quoi d'autre. Il y a tellement de choses qu'on rajoute dans le vin, quoi. C'est un problème de responsabilité, hein. C'est comme quand un œnologue vient chez vous. Si vous voulez juste des analyses, c'est bon, mais si vous voulez plus, au lieu de mettre 3 grammes de SO2, ce qui est suffisant, il vous en fera mettre 10 grammes pour pas qu'un jour le dicton mon vin est piqué. C'est le plus simple de ce qu'on puisse faire, mais lui prend le risque de ne pas filtrer ses vins. Il ne fait que des collages aussi, des traitements statiques, quoi. Et nous, on passe directement sans les filtrer, ce qui fait que il y a un risque énorme, c'est que si le vin n'est pas tout à fait stable au niveau biologique, il peut faire une bêtise en bouteille. Hein, il peut faire une fermentation, il peut faire n'importe quoi. Puisqu'il n'est pas filtré, on n'a pas enlevé de germes. Hein. Mais en contrepartie, il a gardé effectivement tous ces germes dans ce vin, mais il a gardé également, en ne filtrant pas, tout ce que le vin possède à côté, des acides aminés, toutes les matières, en particulier oui, des esters, des acides aminés, que la filtration enlève pas totalement, mais en partie. « 12 heures. Le raisin fermente dans les cuves. C'est ma femme, Floriane, qui gère la partie commerciale. Au domaine, nous n'avons pas de panneau pour la vente, pas de structure d'accueil. Généralement, les gens qui débarquent à l'improviste, on les renvoie, sauf quand ils nous sont sympathiques. D'abord, c'est ce que m'a toujours dit Gérard. Il m'a dit, Éloi, même si tu as du vin à vendre, tu dis toujours qu'il n'y en a pas. Et il est marrant quand il me raconte ça. Il m'a dit, les gens, ils essaieront de passer par la fenêtre après la porte. Vous avez combien d'hectares? Une vingtaine à peu près. Ah oui, c'est pas énorme. Les petits châteaux bordelais en comptent facilement 75. Oui, et en plus, ils font plus de rendement que nous à l'hectare. C'est dur à vendre? Oh non, pas du tout. Ça part en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Finlande. Non, tout est vendu, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune bouteille à vendre. À ce point-là, ça vaut cher? Le prix public, c'est 200 francs, 120 hors taxe à peu près. Félicitations. Si. Dans les salons comme celui-là, vous rencontrez vos clients? C'est principalement des restaurateurs, non? Oui, parce que c'est quand même le meilleur moyen de se faire connaître. Parce que quand vous vendez 12 bouteilles à un restaurant, il va y avoir au moins 40 personnes qui vont en boire. Tandis que si vous vendez 12 bouteilles à un client privé, eh bien, il le boit en famille. Oui, 95, je crois que c'est plus massif. Mais c'est parfait. Hein. Voilà.
part en plus, si on veut un petit peu. Ouais, merci. C'est pas bien, mais je mange la souris. Hein. Non, non. Je peux jamais en mettre trop. Oui, oui. Si tu veux, je te soulage. Voilà, merci. Non, mais j'aime bien Ça. Tiens. Tu veux un peu de 15? Voici sont les chiens. Les hauts bambous, parce que... Oui, par rapport à l'année dernière. Le verre de la duchesse. Il t'intimide. Bon, ben, ça va, vous en avez un peu. Voilà. Non. C'est vrai? Donne-moi ton verre, le breton. Il y a du... Alors ça, c'est un truc extra. C'est un repas qu'on organise traditionnellement pour la fin des vendanges. C'est tellement épais qu'on dirait que les gouttes vont s'arrêter. Ah non, c'est hallucinant. T'as vu comment ça coulait? Il y a plus de 100 ans. Hein. Enfin, pas tout. C'est confit, quoi, on dirait du... Oh my Clementine, oh my darling Clementine, so I lost and got forever, grateful, sorry Clementine, in a canyon, in a cavern, exhausted my Clementine. For mine. Excavating for mine. Exhausted for mine. Non, mais viens, je vais te le donner. Je te donne en même temps celui de Arnaud. Voilà. À la fin de leur travail, on donne une caisse à chaque vendangeur. Et à côté des vendangeurs qui sont saisonniers, vous avez 4 ouvriers permanents, ils sont là depuis combien de temps? Oui, ben Pascal est arrivé il y a une douzaine d'années, Christian une dizaine d'années, Jean-Luc 6 ou 7 ans et Laurent il y a 4 ou 5 ans. Prime la première année. Oh, ça va être tordu, ça fait. Je suis entré ici le 16 janvier. Et donc, il me dit, en rentrant, quand l'entretien d'embauche, il me dit, voilà, je donne le prix manuel, au bout d'un an, je donne le prix manuel. Le 31 décembre, il me dit, oh, toi, je te le donne pas parce que ça fait pas un an que tu es là. Si, ça m'a quand même fait rigoler. Non, il est autoritaire à sa manière. C'est dès qu'on arrive, quand il a une idée fixe et tout, c'est fini. Hein, on n'en sort pas. Hein. Il imposera et puis il n'y a pas moyen. Il vous écoutera. Vous avez simplement l'impression de parler dans le vide. Mais il vous écoutera, mais son idée, c'est son idée. Et puis ça, on n'en démordra pas. Tout ce quasi m'a appris ici, personne n'est issu du milieu agricole. Tous les employés qu'il y a ici sont tous des milieux ouvriers. Mais viticole, personne. Ouais. C'est un personnel qui s'est créé pour Trévalon. Qui s'est formé sur Trévalon et qui est... Les méthodes, c'est M. Rebac qui les a mis au point. Ouais, sinon, tout vient de Trévalon. M. Rebac, c'est cave, Pascal, c'est terre. M. Rebac est dessus, mais non, pas de secret d'avoir hiérarchique. Si la voie hiérarchique est bien suivie, ça tombe bien. Ici, tout ça est bien respecté. Après-midi, le raisin achève sa fermentation alcoolique. Calmez-vous, les chiens. La fermentation varie d'une cuve à l'autre. Pour contrôler cette étape, certains vignerons réchauffent ou refroidissent leur cuve. Mais ici, on préfère ne pas contrôler les températures et laisser le vin se faire à son rythme. Ça dépend beaucoup des raisins. Dans le domaine, il n'y a pas de vigne clonée. Les résultats sont imprévisibles. Une partie des pieds de vigne venait de Château-Vignelor, qui était une propriété qui était dans le coteau d'Aix. Monsieur Brunet, qui était le propriétaire, était un des premiers à avoir planté du Cabernet Sauvignon. Et donc on avait choisi de prendre chez lui. Une partie des Syrah, une petite partie vient de Fonsalais, donc de chez Monsieur Reynaud.
dont le père avait pris les greffons chez le père de Gérard Chaves à l'Ermitage. Ouais, d'accord. À l'époque, c'était pas des sélections clonales, hein, c'est ce qu'on appelait des sélections massales. Qu'est-ce que c'est Des clones. C'est-à-dire qu'on choisit un individu, une syrah magnifique avec des très belles grappes et tout, et on le reproduit en centaines de milliers d'exemplaires, ce qui fait que quand vous plantez une vigne avec un clone, ben vous avez dans la même vigne 5000 fois le même individu. Enfin, la sélection clonale, c'est la sécurité, Ouais. mais on crée l'uniformité. Alors que dans ce qu'on appelle une sélection massale, vous avez des centaines d'individus différents qui ont des caractères différents. Alors, vous allez avoir un pied qui ne fera pas beaucoup de raisins, avec beaucoup de couleurs, un autre beaucoup de raisins sans couleur, un autre qui va faire plus d'alcool, plus ou moins. 14 heures. Les matières végétales du raisin, remontées à la surface, sont immergées pour mieux imprégner le jus. C'est un plaisir pour moi de piger. Si j'avais les moyens, je m'équiperais que d'une petite cuve en bois, les seules qui permettent le pigeage. Mais avec une production comme la mienne, ce sera un investissement lourd. Tu vas voir une taille guyot. Taille guyot, voilà, je vais garder ça. La baguette l'année prochaine. Voilà, je gâte un courson, je taille ça, puis je laisse une baguette comme ça. L'année prochaine. Voilà. Et j'ôte ça. Voilà. Là, ma souche elle est faite. Et l'année suivante, je me reprends là-dessus. C'est une taille plus qualitative, en fin de compte, voilà. Mais ça marche aussi parce qu'on n'a pas de sélection clonale. Hein. C'est avec des sélections clonales en guyot. C'est pour ça qu'elle est interdite. Enfin, souvent dans le sud, parce qu'elle fait trop de rendement en ce moment-là. Ouais, d'accord. Mais là, en sélection massale, donc, non, souvent même, il faut la faire assez longue parce qu'il n'y a que les yeux du loup qui portent. Ça produira mieux, voilà, pas plus spécialement. Le but, c'est d'avoir le même nombre de grappes que les autres et pas mettre énormément de fumure. Il ne faut pas que les grappes soient grosses. On joue surtout sur la fumure. C'est ça le plus important. Donc ça va faire des petites grappes, et le jus concentré et des peaux épaisses. Le but du jeu, c'est de baisser les rendements, mais pas en intervenant sur les tailles. 14h30. Dans la maison attenante à la ferme, Lauriane gère les affaires. Monsieur Madame Durbach. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je vous mets au contentieux maintenant? Eh bien oui, mais elle devait m'envoyer tout ça par fax. Moi, j'ai rien reçu et j'ai été passée. Ok, ben, je regarde, hein. Monsieur, je vous appelle parce que j'ai plus de Magnum de 96, là. Donc, je vous mets les 60-96 et les 24-97. Hein, ça part demain. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Il faut dès le départ arriver à saigner la vigne. Je dis, il faut qu'elle souffre une vigne. Hein.
Si vous voulez du bon vin, il faut que ça souffre un peu. C'est une logique très différente des autres agricultures où il faut que la terre soit riche. Vous, il faut que la terre soit... Enfin, il faut que ça soit... Je dirais que c'est l'extrême, hein, quand même. C'est quand même l'extrême. Hein. Ouais. Dans les autres agriculteurs, je crois compris qu'ils... Les gens ont compris, mais c'est pas leur politique. Il y en a qui veulent pas faire de bon vin, attention. Il y en a qui veulent faire du vin, et puis voilà. Hein. C'est pas leur politique. Mais là, fatalement, ça peut être que bon. Mais c'est l'extrême. Hein. Terre pauvre, ça peut être que bon. Oui. Dur à gagner de la nourriture. Voilà. Je pense que ça peut être que bon. On peut avoir que de bons résultats là-dessus. Qui a permis au Baux-de-Provence d'obtenir une appellation en 1994, votre vin a été déclassé comme vin de pays. Paradoxalement, ce déclassement vous a fait pas mal de publicité. Le décret stipule qu'il ne faut pas planter plus de 20% de Cabernet Sauvignon sur ces terres, soi-disant parce que ce ne serait pas un cépage typiquement provençal, alors que le docteur Guyot le conseillait déjà en 1830. Mais là où c'est une hypocrisie, c'est qu'un viticulteur a tout à fait le droit de produire des bouteilles issues exclusivement des parcelles de Cabernet. Cette AOC. L'obtention d'une AOC, c'est la volonté d'un groupe de vignerons, donc d'un syndicat viticole. Donc en général, un syndicat viticole, il obtient ce qu'il veut. Quand il y a une demande d'appellation, c'est le syndicat qui fait des propositions, qui dit voilà, nous considérons que dans notre climat et tout, tel et tel cépage convienne le mieux. Donc c'est les gens du syndicat des baux qui vous ont mis dehors en inscrivant dans les statuts qu'il ne fallait pas planter plus de 20% de Cabernet Sauvignon. Ouais, enfin en tout cas s'ils avaient voulu garder, ils auraient très bien pu. Ouais. Il suffisait que le syndicat dise, ben voilà, on veut garder le Cabernet Sauvignon dans l'appellation, puis c'est tout. Sans mettre de pourcentage, hein. En fait, c'est purement de la jalousie de leur part. Ouais, disons que souvent c'est ces vignerons qui s'occupent pas de leur propriété, alors ils s'emmerdent, alors ils font du syndicalisme, et puis c'est comme ça qu'on n'est pas bien représenté. En général, hein. Ouais. On vous reprochez vos méthodes, mais ce que vous faites, c'est une culture biologique très raisonnée. Ça consiste surtout pour vous à bien travailler vos sols. Et ici, il n'y avait pas de tradition viticole. Il y a 25 ans, la culture biologique, c'était pour les marginaux. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Moi, j'ai des méthodes qui s'apparentent aux techniques bio, mais je n'en fais pas une religion. J'essaie de rester le plus simple possible, ne pas utiliser de produits qui pourraient altérer l'évolution naturelle du raisin. Et aujourd'hui, il y a même plus radical que la culture biologique, c'est la biodynamie. Oui, bah, ça, à Trévalon, on ne pratique pas. On essaie de tenir compte d'un certain nombre de règles naturelles pour les vins, les mises en bouteille et tout ça. C'est comme pour les traitements, on essaye de les faire en sève montante. Mais la biodynamie, c'est praticable sur de toutes petites propriétés. Je vais quand même pas me lever la nuit pour labourer mes vignes parce que Saturne est en face de Jupiter. « 15 heures. Le jus s'est transformé en vin. Il est mis à l'abri dans les tonneaux de la cave. Le reste des matières végétales est pressé.
Il y a deux vins en fait. Le premier que vous obtenez à partir du jus qui s'écoule des grains, on l'appelle le vin de goutte. Le second qu'on obtient ainsi en pressant les grains qui restent, c'est le vin de presse. On les assemble tous les deux et on les descend dans la cave, dans les foudres, qui sont des grands tonneaux en chêne. Et ils vieillissent pendant combien de temps? 2 ans environ. Ça va pas tarder à être mûr, ça, hein? Les peaux sont un peu plus épaisses. Oui, puis le blanc, c'était une chose nouvelle. On a fait ça au début pour s'amuser. Comme j'aime beaucoup la roussanne de mon ami Perrin à Châteauneuf, alors j'ai dit je vais planter de la roussanne parce que on fait ça pour se faire plaisir. On a eu des grains qui ont eu de l'oïdium, là. Ils sont fendus et c'est là-dessus que la pourriture se met. On dit c'est demi. Ça va remonter un petit peu sur moi. Ouais, il y a toujours ce coin où il y a les souches un peu plus chargées, c'est moins mûr, alors on atteint un compromis entre les deux, quoi. 16 heures. Les matières végétales asséchées sont récupérées par l'État. C'est bien sec, hein. Tous les vignerons dépendent des douanes, qui viennent contrôler régulièrement leur production. Ils récupèrent notre mou et nos lits pour en faire de l'alcool, c'est leur privilège. Vous pouvez me passer le service des bennes? C'était pour dire que ma benne est prête, vous pouvez l'enlever. L'utilisation de levure, c'est quand même aberrant quand on est dans un coin comme Trévalon qui est si beau, avec l'environnement qu'il y a, d'utiliser des levures. Parce que Parce que 95% des vins qui sont faits dans le monde et 99% des vins blancs sont levurés, c'est-à-dire que on met beaucoup de SO2, donc de l'anhydride sulfureux, dans la vendange. Ça détruit une grosse partie des levures indigènes. Et on ensemence avec des levures du commerce. ensemencer, c'est-à-dire, c'est dans le travail dans les... Non, dans la cave. Dans la cave. Donc on met des levures, on peut acheter, il y a des catalogues magnifiques. Et normalement, il n'y a pas besoin, enfin, je veux dire. Non, il y a les levures, sauf si vous avez mis trop de produits chimiques sur la peau du raisin. Et donc, au moment des traitements, elles ont été... Voilà, mais autrement, non. Ça démarre tout seul avec les levures indigènes. Autrement, vous pouvez acheter des levures Côte-du-Rhône, style garde, style fruité, enfin vous avez toutes sortes de style primeur, enfin pour tous les styles de vin que vous voulez. Donc, je sais pas, il y a des catalogues, vous avez 300 levures différentes. Et ça agit sur, ça fait pas le même type de fermentation? Ah ben non, parce que ça favorise certains arômes. C'est la même chose quand on contrôle trop les températures. Si on arrête toujours à 30 degrés, bon, on développe toujours le même... C'est les mêmes levures qui travaillent, parce qu'après, au-delà de 30 degrés, c'est d'autres levures. Donc, on crée une uniformité.
17 heures. Les ouvriers font disparaître toute trace de leur travail. Votre vin blanc attend 2 ans, lui aussi? Ça dépend. J'essaye plusieurs possibilités. Le blanc, c'est un terrain d'expérimentation. Tout est fait à la main jusqu'à l'embouteillage. Nous sommes une maison très ancienne de bouchons et nous ne faisons que des bouchons pour les grands, hein. Mais dans le monde entier, oui. Des bons lièges, il n'y en a pas pour tout le monde non plus. Donc, nous sommes en contact avec tous les grands vins du monde. Et certainement, Trévalon est vraiment dans les tout premiers. Hein. Pensez que quand on parle des bouchonniers, de toute façon, on parle toujours quand la bouteille est bouchonnée. Hein. Quand la bouteille est bonne, on n'en parle jamais de nous. Je ne veux pas dire que le bouchon peut bonifier le vin d'un artiste, ça peut-être pas, mais ça aide à l'évolution. Il y a un échange entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille qui fait que ce vin, il a une évolution. Parce que lui, il fait le vin. Donc, ce vin-là, une fois il est fait, il le met dans une bouteille. Pour la bouteille, ça ne bouge pas, ça n'a pas de goût, ni odeur, ni rien. Mais après, on y met un produit naturel, que celui-là, oui, celui-là, il peut lui donner du goût, ou il peut l'abîmer, ou... Et voilà, ça sera l'épaisseur du liège qu'il va nous donner. Ça va pousser, tout ça, ça va pousser comme ça jusqu'à arriver là. Au bout de 10 ans, il sera là. C'est le cycle végétatif de 10 ans. Et là, on enlèvera, on coupera ici. Là, et puis on l'oubliera, ça s'en va tout seul. Quand il est à maturité. Ici, vous êtes dans une propriété où l'eau, vous voyez, ça s'écoule très bien. L'eau, ça s'écoule facilement partout. Mais il y a des propriétés où c'est plat, où c'est de liège qui se trouve dans un trou. Il y a l'humidité, il y a les feuilles mortes qui restent là, qui pourrissent. Et puis ça pourrit, ça monte la pourriture par capillité dans l'arbre et il vous donne des goûts. C'est dans les bouts de bouchon, finalement, c'est une moisissure. On n'arrive pas encore à pouvoir assurer 100% qu'il n'y aura pas de goût de bouchon. Il travaille avec les meilleurs fournisseurs, il vend aux plus grandes maisons. Parmi les signes qui marquent la réussite des lois d'Urbach, marginalisé dans sa propre corporation, il y a la reconnaissance des plus grands cuisiniers. Son vin est désormais un produit de luxe, une référence, presque une institution. Nous sommes allés le filmer lors d'un de ses dîners dans un 3 étoiles parisien et nous lui avons demandé, à lui qui pense détruire ses vignes quand il voudra arrêter, ce que signifie cette réussite pour lui. Et si cela ne le gêne pas qu'aujourd'hui, sur 10 personnes qui prennent du Trévalon, 9 vont le boire uniquement parce qu'il est cher et célèbre. Non, mais il y a un côté un peu artificiel, quoi. C'est ce qu'on appelle le marché, et qui fait que les gens sont attirés par les grands millésimes et les choses rares. Et puis,
Et puis voilà, bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, à 92 de Trévalon, je pense que ça donne 10 fois plus de plaisir qu'un 95, qui a une chose qu'il ne faut pas toucher avant 10 ans, mais qui se vend 3 fois plus cher que le 12. Bon, ben, c'est le nombre de 95 qui sont déjà bu, alors que c'est un infanticide, quoi. Mais j'y peux rien, moi je peux pas m'occuper de tout ça. Il y a tout... Non mais, en fait je suis très lucide, je pense que sur 10 personnes qui boivent du Trévalon, il y a 9 connards, alors tant mieux s'il y en a qu'un qui se fait plaisir. C'est très égoïste finalement la manière dont je travaille. Je travaille un temps avant tout pour me faire plaisir et pour me réaliser à travers mon travail finalement, et ce que chacun fait en fait. Sauf celui qui travaille sur une chaîne de montage. Et s'il n'y a qu'une personne sur 10 ou sur 20 qui comprend, ben ça me suffit. Hein. Moi, je suis vraiment ravi. Ça me fait penser à ce que me disait mon père, mais il m'avait dit finalement, il faut faire ce qui te plaît. Et si le succès, enfin, ou le reste arrive, il faut considérer que c'est du surcroît, c'est une bénédiction. Et moi, je suis toujours étonné. Non, mais c'est vrai, c'est pas cela. Parfois, je suis étonné, mais je me dis, comment ça se fait? On gagne de l'argent et tout. Enfin, je suis vraiment très content. Je me dis, mais c'est un truc, c'est comme... je trouve ça fabuleux.